Une mère découvre son fils de 11 ans couvert de bleu et l'emmène aux urgences. Après l'examen, le médecin dit « Appelez la police immédiatement ». Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Clara se tenait près de la petite fenêtre de la cuisine, regardant la dernière lumière automnale de Chicago s'éteindre derrière les hauts immeubles de briques. Elle pouvait voir au loin les voies surélevées du métro, quelques étincelles orangées au-dessus d'elle, et le bruissement des pigeons qui se posaient pour la nuit. Dehors, le vent commençait à porter la fraîcheur annonçant le changement de saison. À l'intérieur, elle avait l'impression que chaque minute qui passait mesurait la distance entre celle qu'elle était autrefois et celle qu'elle était devenue. 3 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle avait perdu Mark, son défunt mari, un Américain qu'elle avait rencontré grâce à des amis dans un petit café du centre-ville. Il avait été l'encre de son monde. Clara, originaire de Colombie, était venue aux États-Unis avec des rêves aussi grands et lumineux que la skyline de Chicago. La nature douce de Mark et sa gentillesse inébranlable l'avaient soutenue face aux difficultés d'adaptation à une nouvelle culture, une nouvelle langue et un autre rythme de vie. Ils croyaient en ses talents, en l'avenir radieux qu'ils allaient bâtir ensemble. Mais le destin les avait fauchés, une nuit d'hiver, sur une autoroute verglacée à cause d'un conducteur ivre. Il avait été emporté avant que Mato, leur fils, ne puisse comprendre à quel point son père était extraordinaire. Aujourd'hui, Clara vivait dans un appartement exigu de 2 pièces, dans le West Side de la ville. La peinture s'écaillait et le radiateur faisait un vacarme à des heures indues, mais c'était tout ce qu'elle pouvait se permettre après avoir épuisé ses économies, ce qui l'avait obligée à prendre des décisions difficiles. La plus dure d'entre elles avait peut-être été d'épouser Robert. Sur le papier, Robert représentait une chance de stabilité, un Américain avec un emploi correct, un revenu stable et la volonté de subvenir à ses besoins et à ceux de Mato. Au début, Clara avait cru que Robert souhaitait sincèrement les aider. Peu à peu, elle avait remarqué la manière dont il se servait de son soutien, de son influence, de sa voix. Un rappel doux mais incessant que, sans lui, elle et Mato seraient au plus mal. Il n'avait pas d'abord levé la main, seulement un sourcil ou pris un ton réprobateur, lui faisant se sentir redevable, impuissante. Clara soupira et se détourna de la fenêtre. Elle jeta un coup d'œil à la petite table en bois qui leur servait de salle à manger, où Mato disposait soigneusement ses livres d'école. À 11 ans, il se tenait avec une intensité silencieuse qui lui rappelait tellement Mark. Il avait les yeux de Mark, chaleureux et bleus, et un sourire doux, qui apparaissait rarement ces derniers temps. Les épaules de Mato s'affaissèrent légèrement, et Clara savait qu'il se sentait hors de place, tendu, conscient que ce foyer n'en avait pas vraiment l'air. « Tu as fini ton devoir de lecture, mi amor ?» demanda doucement Clara en s'approchant. Elle parlait la plupart du temps en anglais à la maison désormais, mais quelques mots en espagnol lui apportaient du réconfort, tout en rappelant à Mato qu'il avait un héritage dont il pouvait être fier. « Oui, maman » répondit-il sans lever les yeux. Sa voix était faible. La lumière blafarde du plafond projetait une longue ombre sur ses livres. Clara voulait l'interroger sur l'école, ses amis, sur ce petit bleu sur son avant-bras qu'il prétendait s'être fait en cours de sport. Elle voulait savoir si les regards de Robert, ses soupirs méprisants, pesaient sur l'âme de son fils. Mais avant qu'elle ne puisse ajouter un mot, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement et Robert entra avec un journal et un gobelet de café à emporter à la main. « Bonsoir » lança-t-il d'un ton plat en retirant son manteau. Son regard balaya l'appartement comme s'il vérifiait que rien n'était déplacé. Bien qu'il y vît depuis plus d'1 an, Clara avait souvent l'impression qu'il était davantage un inspecteur qu'un mari. Elle lui adressa un sourire timide et il hocha la tête en guise de réponse, sans à peine remarquer Mato. Celui-ci se tourna légèrement, évitant soigneusement le regard de Robert. Il se souvenait du grand sourire de son père, de la façon dont Mark le soulevait pour le lancer doucement en l'air en disant « Voilà mon champion » lorsqu'il rentrait à la maison. Dans son esprit, Mato revit un matin d'été dans leur ancien logement, avant l'accident, où son père était agenouillé à côté de lui sur le sol du salon pour lui apprendre à lasser sa première paire de chaussures de foot. Le rire de Mark résonnait comme une musique lointaine tandis qu'il corrigeait les nœuds maladroits de son fils en l'aidant patiemment. Le souvenir était chaleureux, lumineux et fugace. De retour au présent, Robert posa le journal sur la table et se racla la gorge. « Clara, dit-il d'un ton posé, j'ai parlé à monsieur Jenkins aujourd'hui. Il pourrait avoir un travail pour toi dans le café de son cousin, des horaires un peu plus stables que ce que tu fais actuellement. Mais il faudra faire bonne impression. » Clara hocha la tête, se retenant de lui dire qu'elle aurait préféré choisir elle-même ses opportunités, sans son intervention. Elle avait besoin de ses revenus, et Robert le savait.
Merci, répondit-elle doucement, souhaitant que sa voix ne paraisse pas si faible. Robert se tourna vers Mato. Le garçon, termine ce que tu fais. Extinction des feux tôt ce soir, compris? Son ton comportait une légère menace, comme s'il le mettait au défi de protester. Mato n'osa pas. Il se contenta d'hocher la tête, les doigts crispés sur le bord de son livre. Clara l'observait, le cœur serré. Elle savait que ce n'était pas la vie que Marc aurait voulu pour eux. Vivants, il les aurait protégés, chéris. À présent, c'était à Clara de trouver cette force en elle-même. Dehors, le bruit lointain des sirènes et le ronronnement des trains passants emplissaient le silence. À l'intérieur, Clara s'était fait une promesse. Elle trouverait un moyen d'offrir à son fils l'amour, la sécurité et le respect que Marc leur aurait donné. Elle trouverait comment briser la tyrannie silencieuse de Robert. Mais pour l'instant, elle devait se montrer patiente, rassembler son courage. Elle ne pouvait pas se montrer faible, pas encore. Alors que la nuit plongeait complètement Chicago dans l'obscurité, la mère et le fils se réfugièrent chacun dans son coin de silence, tous deux hantés par le souvenir de jours meilleurs et l'espoir ténu de retrouver un jour cette chaleur dans une ville qui paraissait désormais plus froide que jamais. Le lendemain matin, une lueur pâle traversa timidement les rideaux, et Clara se leva sans bruit, prenant soin de ne pas réveiller Mato. Il était tôt, beaucoup trop tôt, mais le sommeil l'avait fui. Elle s'affaira dans la cuisine, faisant chauffer l'eau pour le café, se rappelant comment Marc accueillait chaque nouvelle journée avec un sourire plein d'espoir. À l'époque, avant le drame, ils s'asseyaient ensemble près de la fenêtre de leur modeste salon, buvant leur café et discutant de l'avenir. Elle se souvenait de ses mains solides serrées autour d'une tasse en céramique, et de sa voix apaisante l'encourageant dans son anglais. « Tu y arriveras », disait-il en riant doucement, « cette ville peut être dure, mais on s'y fera une place. » À l'époque, Chicago semblait être une promesse, pas une épreuve. À présent, tandis que la vapeur du café s'élevait, Clara regardait autour d'elle cet appartement exigu en se demandant si Mato s'y sentirait jamais vraiment chez lui. Elle se versa une petite tasse, en inspira l'arôme et s'efforça de ne pas penser à Robert, pas encore. Elle sentait encore sa présence planer, comme un puits de gravité où régnaient le jugement et les exigences qu'elle ne parvenait jamais à combler. Elle avait tenté de montrer sa gratitude, après tout, il gardait un toit au-dessus de leur tête. Mais il y avait toujours quelque chose dans son ton, dans sa posture, qui la laissait se sentir moindre. Au bout d'une demi-heure, elle entendit Mato s'agiter. Il sortit de sa chambre, déjà habillé de son uniforme scolaire, un simple polo et un pantalon kaki. Le bleu sur son bras commençait à s'effacer, mais Clara remarqua qu'il bougeait encore comme s'il le protégeait. À 11 ans, il était mince et un peu plus petit que certains de ses camarades, mais vif d'esprit et intelligent. Il lui adressa un léger signe de tête et s'assit à table, baissant les yeux sur son petit déjeuner. Un morceau de pain, la moitié d'une banane. Clara lui sourit avec douceur. « Tu as bien dormi, Mijo ?» demanda-t-elle doucement. Mato haussa les épaules. « Je suppose, murmura-t-il en buvant un verre d'eau. Clara savait qu'il y avait tant de choses non dites, de questions non posées. Elle se souvint des mots de Marc, de ses yeux bleus et bienveillants que Mato avait hérités. Quand il est silencieux, c'est qu'il réfléchit. Clara. Laisse-lui le temps de trouver les mots. Elle essaya de suivre ce conseil, attendant de voir si Mato se confierait. Il n'en eut pas l'occasion. La poignée de la chambre s'agita, et Robert entra dans la pièce, la cravate à moitié nouée, les cheveux encore humides de la douche. Il les considéra tous deux. « Clara, dit-il, n'oublie pas d'appeler la cousine de Monsieur Jenkins aujourd'hui. Elle s'appelle Lisa, elle t'attendra au café après ton service. C'est moi qui ai arrangé ça, habille-toi bien. » Son ton oscillait entre le service rendu et l'ordre. Clara hocha la tête en sentant ses épaules se crisper. « Si, je veux dire, oui. Je le ferai, répondit-elle. Il la reprenait moins souvent sur ses mots en espagnol, mais elle sentait toujours son impatience lorsqu'elle faisait un écart. Robert s'assit, lui prit sa tasse de café sans demander, et but. Elle songea à protester, mais à quoi bon? Les confrontations ne menaient généralement à rien. Elle se servit simplement une autre tasse, feignant l'indifférence. Mato termina son petit déjeuner et se dépêcha de préparer son sac à dos, se plantant près de la porte d'entrée. Il ne dit rien, attendant que Clara l'accompagne. Depuis l'accident, elle insistait pour le conduire, même si le quartier était relativement sûr. Elle ne pouvait se défaire de la peur que quelque chose d'autre leur soit arraché. Ils quittèrent l'appartement dans l'air vif du matin. La rue grouillait déjà d'activité, voitures évitant les nids de poules, voisins se rendant à l'arrêt de bus, et au loin, la sirène d'une ambulance qui s'estompait dans les profondeurs de la ville.
Mato avançait d'un pas décidé, mais Clara sentait son esprit ailleurs. Doucement, elle posa la main sur son épaule. À propos de ton père, risqua-t-elle, incertaine de là où cela mènerait. Je sais que tu penses souvent à lui. Les lèvres de Mato se pincèrent. Il avait rêvé de Mark la nuit précédente, son père agenouillé près de lui sur un terrain de foot de banlieue, à l'époque où ils avaient une maison et où les rires venaient plus aisément. Mark guidait son pied contre le ballon, l'encourageant à en sentir le poids, à comprendre le jeu. « Concentre-toi, fiston », avait-il dit dans le souvenir, « ton esprit et tes pieds doivent travailler ensemble. » Se réveiller après cette vision équivalait à perdre à nouveau son père. « Oui, il me manque », admit Mato d'une voix plus basse. Il ne regarda pas Clara mais ralentit le pas. « Parfois, je le revois tellement clairement qu'on dirait qu'il est toujours là. » C'est juste. Il buta sur les mots. Il voulait dire que Mark ne les aurait jamais laissés vivre comme ça, qu'il n'aurait pas permis qu'un étranger impose son jugement dans leur foyer. Mais il ne pouvait imposer ce fardeau à Clara. Elle hocha la tête, comprenant sans le forcer à en dire plus. D'une certaine façon, ils étaient tous deux prisonniers de cette perte. Elle serra son épaule et le laissa dans son silence. 2 rues plus loin, ils arrivèrent devant l'école, un grand bâtiment de briques arborant un drapeau américain usé. Avant que Mato n'entre, Clara se pencha et déposa un baiser sur son front. « Te amo » murmura-t-elle. « Je crois en toi. » Lorsqu'il disparut dans le bâtiment, Clara resta sur le trottoir, regardant les portes se refermer derrière lui. Puis elle repartit vers l'appartement, la boule au ventre en pensant à la journée qui l'attendait. Elle irait faire son service dans le petit dîner où elle travaillait actuellement, puis devrait courir pour rencontrer Lisa. Une autre étape, une nouvelle concession. Pourtant, Clara savait que si elle reprenait le contrôle de sa propre vie, elle pourrait offrir à Mato ne serait-ce qu'une partie de ce que Mark avait souhaité pour eux. Sur le chemin, elle essaya de se rappeler à nouveau la voix de Mark. « Tu es plus forte que tu ne le crois, Clara », disait-il un soir d'été, alors qu'ils étaient assis près du lac. « Les épreuves viendront, mais regarde tout ce que tu as déjà surmonté. » Elle s'accrocha à ces mots comme à un talisman contre l'obscurité grandissante. Si elle voulait protéger Mato, il lui faudrait toute la force dont elle pouvait disposer. Les trottoirs étaient encore humides de rosée quand Clara revint vers l'appartement. Les bruits de la ville matinale résonnaient dans ses oreilles. Devant une petite bodega, elle aperçut son reflet dans la vitre. Son visage lui parut plus fatigué que dans ses souvenirs, creusé par l'inquiétude. Elle s'arrêta, faisant mine de chercher quelque chose dans son sac, et se demanda combien de temps elle pourrait encore tenir. Mark avait toujours cru en sa capacité à rebondir, et elle s'y raccrochait aujourd'hui plus que jamais, il n'aurait pas supporté de la voir aussi acculée. De retour à l'appartement, Robert était déjà parti travailler, laissant derrière lui seulement l'odeur de son après-rasage dans l'air confiné. Clara poussa un soupir, soulagée d'avoir un moment de calme. Elle rangea la cuisine, lava la tasse qu'il avait abandonnée, puis se fit une 2e tasse de café, savourant cette fois la chaleur qui l'envahissait. Elle aurait besoin d'énergie. Son service au dîner commençait dans moins d'1 heure. Elle s'habilla rapidement, un chemisier simple et un pantalon confortable. Elle attacha ses longs cheveux bruns en queue de cheval. Avant de partir, elle vérifia le petit tableau en liège près de la porte où étaient notés les numéros importants. Juste à côté d'une facture d'électricité, elle vit le nom de Lisa Jenkins, écrit en bleu, suivi d'un numéro. La cousine de Monsieur Jenkins. Elle la rencontrerait après son service, comme Robert l'avait demandé. Clara grimaça en ressentant le poids de son influence. Mais si ce nouvel emploi lui offrait plus de stabilité, peut-être pourrait-elle se débrouiller sans les ficelles que Robert tirait. Dehors, l'animation matinale s'intensifiait. Des camions de livraison encombraient la petite rue, klaxonnant pour se frayer un passage. Clara slaloma sur le trottoir en empruntant le chemin familier qui menait au dîner. L'endroit était petit et désuet, l'enseigne défraîchie, mais les habitués appréciaient son café bon marché et ses petits déjeuners simples. À l'intérieur, le bruit des assiettes qui s'entrechoquent et le murmure des conversations l'accueillirent. « Bonjour, Clara », lança Marisol, une collègue serveuse, immigrée du Mexique. Elle avait une 50aine d'années, un regard bienveillant et un rire facile. « On est déjà débordé, comme d'habitude, et il manque encore quelqu'un. » Clara lui rendit un sourire fatigué. « Je suis prête », dit-elle en mettant son tablier. Elle partit prendre les commandes, des œufs brouillés, du pain trop grillé, des clients réclamant du café en continu. Rapide et efficace, elle se débattait avec les assiettes tout en pensant à Mato. Était-il concentré en classe ou perdu dans ses souvenirs, revoyant le visage de son père? Vers la fin de la matinée,
Alors qu'un léger répit s'installait, Clara se glissa dans la minuscule arrière-boutique pour souffler un peu. Là, près d'une pile de factures jaunies, était accrochée une photo fripée. Marc l'avait prise lorsqu'elle venait de commencer à travailler ici, il avait immortalisé son sourire derrière le comptoir, fier de ses progrès en anglais et de sa détermination à être indépendante. Elle se souvenait de la façon dont il prononçait son nom, roulant légèrement le « R » pour que « Clara » sonne à la fois anglais et espagnol. Marisol passa la tête par la porte. « Ça va, Mija » demanda-t-elle avec douceur. Clara hocha la tête, essayant de sourire. « Je pensais juste, peut-être que je vais trouver un autre poste bientôt, quelque chose de plus stable. » Marisol posa la main sur son bras avec compassion. « C'est bien, querida. Tu mérites mieux. » Elle ne posa pas plus de questions, mais Clara sentait qu'elle en comprenait plus qu'elle ne le disait. Ces dernières semaines, Clara avait laissé entendre que la vie à la maison n'était pas simple. Marisol ne jugeait pas, elle offrait simplement son soutien. Quand son service se termina, Clara retira son tablier, enfila son manteau et sortit. Le soleil était plus haut dans le ciel, l'air plus doux. Elle sortit de son sac un téléphone prépayé, quelque chose que Robert avait insisté pour qu'elle ait afin qu'il puisse la joindre, et composa le numéro de Lisa. La voix à l'autre bout du fil était ferme mais pas hostile. Lisa lui proposa de se retrouver dans le nouveau café, près de Logan Square. « Ne soyez pas en retard, dit-elle. » Clara lui promit de ne pas l'être. En route, Clara songea à Mato. Les cours allaient bientôt se terminer et ils rentreraient seuls si elle traînait trop, mais cet entretien pouvait changer leur vie. Elle devait croire que Mato serait en sécurité quelques instants. Son cœur se serra à l'idée de le laisser traverser le quartier tout seul. Marc, lui, l'aurait accompagné. Il aurait toujours été présent. Le souvenir d'un après-midi ensoleillé lui revint. Marc aidant Mato sur un exercice de maths. « Prends ton temps, répétait-il, traçant des chiffres sur un bout de papier. Se presser ne sert à rien. » Clara essaya d'appliquer cette sagesse. Se précipiter ne servirait à rien, mais hésiter non plus. Il fallait saisir cette chance. Logan Square était plus animé, café branché, librairie. Le café que Lisa avait mentionné était en pleine rénovation. Un nouvel écriteau mi-posé, de la sueur sur le trottoir. À l'intérieur, on sentait la peinture fraîche et l'odeur d'un espresso en cours de préparation. Lisa attendait près de la caisse, les bras croisés. Une femme d'une quarantaine d'années, au visage anguleux et à l'air franc. « Vous devez être Clara, dit-elle en la toisant de la tête aux pieds. Monsieur Jenkins m'a parlé de vous. On cherche du personnel fiable, doué avec les clients. Vous êtes bilingue, c'est bien ça ?» Clara acquiesça. Les traits de Lisa s'adoucirent légèrement. « Ça pourrait nous servir. On veut attirer une clientèle diversifiée. » Clara répondit à ses questions concernant son expérience, son travail au dîner, sa volonté d'apprendre, son sens du détail. Lisa l'écouta, prenant parfois des notes sur un bloc. Puis elle hocha la tête de façon succincte. « Je vous appellerai pour vous donner ma décision. Peut-être qu'on commencera par un temps partiel pour voir comment vous vous adaptez. » Dehors, Clara s'autorisa un instant d'optimisme prudent. Si ce travail se concrétisait, elle gagnerait un peu plus régulièrement sa vie, pourrait chercher un endroit un peu meilleur. Un pas après l'autre, disait Marc. Elle jeta un coup d'œil à l'heure. Mato serait bientôt à la maison. Elle se mit à presser le pas. Tandis qu'elle se dépêchait, au milieu des passants chargés de sacs, elle pensait aux yeux brillants de son fils, à sa douceur. Elle ne pouvait pas abandonner. Pas après tout ce qu'ils avaient déjà traversé. Pour Mato, pour la mémoire de Marc, et pour elle-même. Renoncer n'était pas une option. Un nouveau départ était peut-être à portée de main, si seulement elle parvenait à le concrétiser. Clara se dépêcha de remonter la rue en cette fin d'après-midi. La lumière avait encore changé, rendant le quartier un peu différent. Des écoliers discutaient en rentrant chez eux, un vendeur ambulant baissait le rideau sur un stand de tamal, et quelque part, une guitare résonnait par la fenêtre ouverte d'un immeuble. Elle ne voulait pas que Mato rentre trop longtemps seul, elle tenait à l'accueillir avec un sourire réconfortant. Le rendez-vous avec Lisa lui trottait dans la tête. Ce nouveau café représentait une lueur d'espoir, un meilleur salaire, un environnement plus accueillant. Et peut-être la clé vers son indépendance. Rien n'était sûr, mais elle s'accrochait à cet espoir. La vie aux États-Unis ne récompensait pas toujours les efforts, elle l'avait appris à ses dépens. Pourtant, elle tentait de garder la foi, se rappelant la voix de Marc qui lui répétait « N'abandonne pas ». En arrivant au pied de son immeuble, elle aperçut Mato qui l'attendait devant la porte, serrant son sac contre lui. Elle ressentit un mélange de soulagement et de culpabilité.
Il était rentré avant elle, alors qu'elle avait voulu être là la première pour lui montrer qu'il n'était pas seul. Malgré tout, il n'avait pas l'air angoissé. Seulement calme, avec une expression de patience résignée, comme s'il comprenait qu'elle avait trop de choses sur les épaules. « Salut, Mijo », lança Clara d'une voix douce en s'approchant. « Désolé du retard. » Mato secoua la tête. « Ce n'est pas grave, maman. » Il baissa les yeux vers le trottoir, puis les releva vers elle. L'espace d'un instant, elle reconnut le regard de Marc, franc, compréhensif. Elle se rappela alors un soir, peu après la naissance de Mato, où Marc avait bercé le bébé qui pleurait dans l'entrée, racontant des histoires pour l'apaiser. Elle pouvait presque sentir le léger parfum de sa lotion après rasage et la chaleur de sa main soutenant son dos, l'encourageant à se reposer. Ils entrèrent ensemble, gravissant l'escalier branlant jusqu'à leur appartement. L'espace exigu semblait chargé d'une tension, comme si quelqu'un avait déplacé les meubles pendant leur absence. Clara savait que Robert ne rentrerait pas avant la tombée de la nuit, vu ses horaires. Pourtant, sa présence planait comme un juge invisible. Le salon était rangé, rien ne semblait déplacé. Mais Clara sentait l'attente, comme un poids. « Tu as pu te renseigner pour un autre boulot ?» demanda Mato en posant son sac sur une chaise et en l'ouvrant avec précaution pour en sortir ses devoirs. Ses épaules restaient légèrement crispées. Clara hocha la tête et s'assit en face de lui. « Oui, j'ai parlé à une femme qui s'appelle Lisa. Elle a peut-être quelque chose pour moi dans un café qui ouvre bientôt. » « Des horaires plus fixes, peut-être un meilleur salaire, » répondit-elle, essayant de sonner confiante, pour lui. Il la regarda, lui offrit un sourire timide. « J'espère que ça va marcher, » dit-il avec douceur. Elle le crut sincère. Il désirait la voir heureuse, plus libre, plus proche de la mère qu'il avait connue avant que tout ne bascule. Ils reprirent leur routine du soir. Clara prépara un repas simple avec du riz, des haricots et quelques morceaux de poulet poêlé. L'odeur lui rappelait la Colombie, où sa mère préparait de grands dîners de famille pleins de rire et de bavardage, dans la chaleur de la nuit. Ici, elle ne cuisinait que pour Mato, et même si c'était suffisant, elle aurait aimé davantage de rire, davantage de voix. Ils mangèrent pendant que le soleil déclinait, inondant les murs d'une lueur orangée. Clara demanda à Mato de lui raconter sa journée, ses professeurs, ce match de foot improvisé à la pause déjeuner. Quand il mentionna le foot, une étincelle brilla dans ses yeux. Il se souvenait de la passion de son père pour ce sport. Marc pouvait maintenir un ballon en équilibre sur son pied pendant une minute, et Mato l'applaudissait avec enthousiasme. Aujourd'hui, ce souvenir le rendait silencieux, mais pas nécessairement triste. Comme s'il gardait un peu de son père ancré en lui dans ces moments-là. Quand Mato eut fini ses devoirs, il se retira dans sa chambre. Clara resta à la table, ramassant les assiettes et réfléchissant à un plan. Si Lisa la recrutait, elle pourrait mettre de l'argent de côté, déménager pour offrir à Mato un endroit plus sûr. Peut-être pourrait-elle aussi parler avec un conseiller scolaire pour aider Mato à faire face à son deuil. Il fallait qu'elle s'éloigne de Robert et de son emprise subtile. Elle n'avait plus de temps à perdre. Un bruit dans le couloir la fit sursauter. Ce n'était que le voisin, qui bricolait son trousseau de clés, mais le cœur de Clara s'emballa, l'adrénaline montant en flèche. Elle réalisait à quel point la présence de Robert la mettait continuellement sur le qui-vive. Elle se rappela alors les paroles réconfortantes de Marc. « On est ensemble, Clara », disait-il longtemps auparavant, les mains appuyées sur la vieille table en chêne de leur premier logement. On affronte ce qui arrive, étape par étape. Même si elle devait désormais affronter tout cela seule, elle conservait en elle sa confiance. Pour Mato, pour elle-même et pour l'amour qu'ils avaient partagé, elle trouverait le moyen de se libérer. Clara rentrait en courant de son service du soir, le cœur battant à tout rompre. Elle n'avait pas voulu rester si tard au dîner, mais une vague soudaine de clients et l'absence imprévue d'une collègue l'avaient retenue. Le froid d'automne se glissait dans son col tandis qu'elle longeait le trottoir en demi-course, slalomant entre un groupe d'adolescents à vélo et un vieil homme fouillant dans un bac de recyclage. Les lampadaires grésillaient, et au loin, des sirènes se répercutaient sur les murs de briques. Elle serrait son sac contre elle et essayait de calmer la peur qui lui serrait l'estomac. Depuis quelques jours, les choses étaient tendues mais sans éclat. Fidèle à lui-même, Robert avait fait quelques remarques acerbes sur le fait qu'elle devait faire ses preuves pour le café, et continuait à ignorer Mato. Pourtant, Clara préférait encore ce silence aux disputes, même si elle sentait la colère de Robert monter, sa patience s'user. Il la fixait parfois d'un air mauvais, comme s'il jaugeait son ascendant sur elle. Arrivée devant la porte de l'immeuble, elle s'aperçut qu'elle tremblait en cherchant ses clés. Elles glissèrent de sa main moite avant qu'elle ne puisse ouvrir. Les lumières du couloir clignotaient,
projetant de grandes ombres sur le papier peint défraîchi. Clara gravit les marches, se répétant les mots rassurants de Marc. « Tiens bon, Clara. Montre à Mato ta force. » Elle atteignit la porte de leur appartement, l'entr'ouvrit et se figea. Elle était déjà ouverte, juste un peu. Son cœur rata un battement. Elle la laissait toujours fermée à clé en partant. Elle poussa la porte, entra prudemment, le nœud dans la gorge, l'estomac serré. « Mato » appela-t-elle d'une voix urgente, à peine plus qu'un murmure. Pas de réponse. L'appartement était plongé dans la pénombre, seulement éclairé par l'ampoule de la cuisine et le halo lointain des lumières de la ville par la fenêtre. Elle avança dans le petit couloir et s'arrêta net sur le pas du salon. Mato était assis par terre, le dos appuyé contre le vieux canapé, les bras ballants sur les côtés. Son visage, ses bras et son cou portaient des traces de coups, des bleus violacés, comme si quelqu'un l'avait agrippé trop fort, frappé sans relâche. Les larmes inondèrent les yeux de Clara avant même qu'elle n'ait eu le temps de réfléchir. Le monde se réduisit au corps meurtri de son fils. Pendant un instant, elle ne put plus respirer. « Mato » souffla-t-elle. Elle tomba à genoux près de lui, les mains tremblantes, hésitant à le toucher de peur de raviver sa douleur. Ses yeux étaient ouverts, hagards, et quand il la vit, il essaya de parler. « Maman » balbutia-t-il d'une voix brisée, « je suis désolé. »« Non, mi amor, tu n'as rien à te reprocher, » dit-elle, la voix étranglée par les sanglots. Ses mots se bousculaient dans sa gorge nouée. Elle effleura ses cheveux, vérifia rapidement s'il y avait d'autres blessures, essayant de garder assez de sang-froid pour agir. « Quoi ? Qui t'a fait ça ?» Mais elle le savait déjà. Robert. Ce nom résonnait comme un poison, amer et cruel. Les larmes de Mato roulaient sur ses joues. Il avait l'air si vulnérable, si frêle. Il était en colère à cause d'une chose que j'ai dite. J'ai mentionné papa. Clara sentit la rage et la terreur la submerger. Elle savait combien Robert détestait qu'on parle de Marc, qu'il détestait cette preuve vivante de l'amour qu'il partageait avant lui. Son cœur battait à se rompre. Elle se sentait coupable, terrifiée, furieuse contre elle-même de ne pas avoir pu protéger son fils. Elle serra doucement la main de Mato. « Tiens bon, chérie, je vais appeler à l'aide. » Elle se releva, saisit son téléphone de ses doigts tremblants. Elle avait dû crier trop fort, car soudain Robert apparut dans l'embrasure de la chambre. Son visage était congestionné, les jointures de ses mains rouges, le regard glaçant. Il leva les mains, comme pour l'apaiser, mais une lueur folle traversait son regard. « Clara, écoute » commença-t-il, la voix basse. « Ne l'approche pas » hurla-t-elle, surprise elle-même par la force de son cri. Les larmes inondaient ses joues, mais elle se tenait droite, prête à tout pour protéger son fils. Elle brandit le téléphone, le pouce posé sur le clavier. « J'appelle la police. » Robert avança d'un pas, elle recula, se plaçant entre lui et Mato. Quelque chose dans ses yeux le dissuada. Une fureur maternelle, impitoyable, que jamais il n'avait envisagée. Clara comprit alors qu'elle n'avait plus rien à perdre. Elle avait atteint sa limite. Toute la peur, le désespoir financier, la culpabilité, la confusion, tout s'était effacé devant l'urgence de sauver son enfant. Le silence devint étouffant. Clara entendait la respiration saccadée de Mato, l'odeur âcre de la sueur de Robert, et le bourdonnement lointain du réfrigérateur. « Ne fais pas ça, Clara » reprit finalement Robert d'une voix sifflante. « Réfléchis à ce que ça implique. Ça va tout détruire. Tout détruire. » Comme s'il restait quoi que ce soit à sauver. Clara tapa les 3 chiffres et porta le téléphone à son oreille. Ses mots se firent plus calmes, comme portés par un étrange sang-froid. « J'ai besoin d'une ambulance » dit-elle à la personne au bout du fil. « Mon fils est blessé. » Elle communiqua l'adresse, sans quitter Robert des yeux. Il resta là, interdit, conscient qu'il était en train de perdre toute emprise. Clara tendit la main en arrière et effleura l'épaule de Mato pour le rassurer. Elle protégerait son fils, coûte que coûte. Ne plus jamais le laisser tomber. Dans les secondes silencieuses avant l'arrivée des sirènes, un souvenir ressurgit du plus profond d'elle, Marc, souriant sous un ciel estival bleu, murmurant à son oreille « Je suis toujours avec toi ». Et ce soir-là, elle le crut. Clara était assise à côté du lit d'hôpital de Matteo, serrant sa petite main, tandis que la vive lumière fluorescente bourdonnait doucement au-dessus de sa tête. La salle d'urgence était calme à cette heure tardive, rythmée uniquement par le son lointain des moniteurs et des voix étouffées. Les ecchymoses de Matteo avaient été examinés par un médecin dont le professionnalisme serait masqué l'inquiétude et la colère qui bouillonnaient derrière son attitude bienveillante. À présent, une infirmière se tenait dans un coin, les bras croisés, le regard compatissant.
Ils étaient arrivés dans un tourbillon de sirènes et de précipitations. Clara sentait encore la dureté du banc de l'ambulance sous ses cuisses, l'odeur d'antiseptique et les paroles rassurantes du personnel paramédical, qui assurait que Matteo serait soigné. L'équipe des urgences l'avait emmené sans tarder pour vérifier d'éventuelles blessures internes, s'assurer qu'il n'avait rien de cassé. Clara était restée au pied du lit, hébétée, l'esprit revivant la scène de leur appartement, le visage empourpré de Robert, les yeux de Matteo emplis de douleur. Le médecin, un grand homme d'une 50aine d'années, portant des lunettes à monture fine et une voix douce, réentra dans la pièce. Il considéra Clara et Matteo avec gravité. « Je sais que c'est difficile, dit-il, en tirant un tabouret plus près pour pouvoir croiser le regard de Clara. Votre fils a subi de multiples contusions. Heureusement, il n'a aucun os cassé, mais nous devons le garder en observation. » Il s'interrompit, pesant ses mots. « Je suis préoccupé par sa sécurité à la maison. » « À la maison ?» Clara avala avec peine, les larmes lui montant au coin des yeux. Elle tenta de parler, mais sa voix se brisa. « Je sais, il n'est pas en sécurité avec Robert, » murmura-t-elle, submergée par une culpabilité écrasante. « Je voulais le protéger. » Le médecin hocha la tête et posa une main rassurante sur l'épaule de Clara. « Nous avons déjà vu ce genre de situation, » dit-il doucement. « Il y a des protocoles à suivre. Les autorités doivent être impliquées, la police, les services de protection de l'enfance. Je ne peux pas autoriser Matteo à sortir tant que je ne suis pas certain qu'il ne retournera pas dans l'environnement qui a causé ses blessures. » Un mélange étrange de soulagement et de peur envahit Clara. Soulagement, parce qu'enfin une autorité validait ce qu'elle savait être vrai. Peur, parce que la route à venir, police, assistance sociale, enquête, serait sinueuse et incertaine. Pourtant, en contemplant le visage tuméfié de son fils, elle savait que c'était l'unique chemin vers la sécurité. À ce moment, la porte s'ouvrit en grinçant et le cœur de Clara se serra. Robert entra dans la pièce, arborant un sourire étrange. Comment était-il arrivé si vite? Ses yeux passèrent de la silhouette endormie de Matteo à Clara, puis au médecin. Il affichait une mine de confusion blessée, comme s'il était la victime dans cette histoire. « Je suis venu dès que j'ai appris la nouvelle, » annonça-t-il, la voix teintée d'une fausse sollicitude. « Clara, que s'est-il passé ?» Clara se figea. Le médecin se leva lentement, se positionnant comme un gardien silencieux. « Vous devez être Robert, » dit-il, les bras croisés devant lui, sans tendre la main. Robert acquiesça brièvement. « Oui, je suis le beau-père du garçon. »« C'est un malentendu, » commença-t-il, s'approchant du lit. Clara remarqua qu'il dirigeait ses mots vers le médecin, plutôt que vers elle. « Je sais ce que ça a l'air, mais Matteo est un bon gamin, et parfois il se retrouve dans des bagarres à l'école. Et Clara, elle est très stressée. Il est possible qu'elle ait mal interprété ce qui s'est passé. » Clara ouvrit la bouche pour protester, mais le médecin leva la main pour l'apaiser. Sa voix resta posée, mais avait une fermeté sous-jacente. « Les blessures de Matteo sont cohérentes avec des violences physiques, » dit-il en scrutant Robert d'un regard long et calculé. « Nous allons prévenir la police et les services sociaux pour qu'ils interviennent. » Robert tenta un rire blessé. « Docteur, je comprends que vous ayez un protocole à suivre. Mais je vous assure, mon fils s'est battu à l'école. Les enfants se chamaillent. Clara exagère peut-être. Elle n'est pas d'ici, vous savez, et parfois elle comprend mal comment les choses fonctionnent. » La mâchoire de Clara se contracta. Elle se rappela comment Robert utilisait toujours son origine contre elle, sous-entendant qu'en tant qu'immigrée, elle ne comprenait pas la vie américaine ni ses règles. Mais le médecin pencha simplement la tête, impassible. « Je pratique la médecine d'urgence depuis plus de 20 ans, monsieur. » Il laissa sa phrase en suspens, attendant que Robert lui fournisse son nom. « Johnson, » répliqua Robert sèchement. « Monsieur Johnson, » reprit le médecin, « je vous assure que je fais très bien la différence entre une bagarre d'école et ce que je vois ici. Les ecchymoses de Matteo, leur répartition, l'emplacement des contusions, tout cela n'est pas compatible avec un accident ou une bousculade ordinaire entre enfants. » Le visage de Robert s'assombrit. Il se tourna vers Clara, tentant de la rallier silencieusement à sa version, comme pour lui dire « Aide-moi à arranger ça. » Mais Clara ne dit rien. Elle tenait la main de Matteo et se souvenait de la voix de Marc, un souvenir limpide d'il y a plusieurs années. « Si jamais quelque chose arrive, n'aie pas peur de défendre ce qui est juste. Tu as du courage, Clara, plus que tu ne le crois. » Elle ressentit ce courage s'ancrer en elle. « Je crains que vous deviez attendre dehors, » dit calmement le médecin. « Nous allons devoir parler aux autorités avant de prendre la moindre décision. Matteo va rester ici pour le moment. »
Un instant, Robert sembla prêt à protester davantage, les yeux plissés, le sourire effacé. Mais il dut comprendre que son numéro ne marcherait pas cette fois-ci. La présence du personnel de l'hôpital, la détermination inébranlable du médecin. Il était en infériorité. Dans un souffle frustré, il fit demi-tour et sortit dans le couloir. Clara sentit presque la tension se dissiper de la pièce. Le médecin posa un regard plein de compréhension sur elle. « Nous veillerons à ce qu'il soit en sécurité », dit-il en désignant Matteo. « La police et un travailleur social vont arriver bientôt. Vous n'êtes pas seule, Clara. » Clara ferma les yeux, laissant enfin couler les larmes, des larmes mêlant soulagement et chagrin. Elle serra doucement la main de Matteo, bien qu'il dormît, elle espérait qu'il perçoive sa résolution. Ils arrivaient à un tournant. Les longues ombres qui hantaient leur foyer étaient forcées de sortir de l'ombre, et pour la première fois, Clara sentait qu'une aide réelle était à portée de main. Clara était assise, raide, dans la petite salle de consultation adjacente à la chambre de Matteo. Les murs, d'un doux crème, accueillaient un tableau abstrait aux spirales bleues et vertes, censé apaiser les nerfs de ceux qui attendaient là. Elle pouvait voir Matteo à travers la paroi vitrée, allongé, silencieux, une perfusion fixée doucement à son bras. Le médecin lui avait donné un léger antidouleur, et il dormait, les sourcils froncés, comme si, même dans son sommeil, il tentait d'assimiler toute la douleur qu'il avait subie. Clara ne souhaitait rien de plus que de s'allonger auprès de lui, de caresser ses cheveux et de lui murmurer que le pire était passé. Mais elle avait des choses à faire d'abord. Il avait besoin qu'elle soit forte et honnête. À ce moment, on frappa lourdement à la porte et un policier entra. Il se présenta sous le nom d'agent Daniels, grand, large d'épaules, d'âge moyen, avec un regard bienveillant qui atténuait les traits sévères de son visage. Juste derrière lui se trouvait Madame Tran, une assistante sociale vêtue d'un tailleur soigné, la voix douce mais rassurante. Ils se déplacèrent silencieusement, comme conscients de la nécessité d'épargner un lieu où l'on venait panser bien des blessures. Mademoiselle Castillo, commença l'agent Daniels en consultant un petit carnet. Nous sommes là pour comprendre ce qui s'est passé. Je sais que c'est difficile, mais nous avons besoin de votre version. Son ton était mesuré, respectueux. Clara prit une inspiration, joignant ses mains sur ses genoux. Bien sûr, répondit-elle à voix basse. Elle jeta un regard à travers la vitre vers Matteo, puisant dans sa présence le courage nécessaire. Elle leur raconta tout, la mort de Marc, son défunt mari, survenu 3 ans plus tôt, la difficulté de joindre les deux bouts qui l'avaient conduite à épouser Robert, dans l'espoir d'une stabilité. Elle expliqua comment le comportement de Robert avait changé au fil du temps, comment de simples remarques et gestes de contrôle s'étaient transformés en quelque chose de bien plus sombre. Sa voix trembla alors qu'elle décrivait la scène de ce soir, Matteo blessé, Robert prétendant à un accident, alors qu'elle savait que c'était faux. Madame Tran opina, l'écoutant attentivement. Son regard était bienveillant et direct. « Clara, dit-elle, quand le récit s'acheva, vous avez bien fait de venir. Nous allons nous assurer que Matteo soit en sécurité. Le personnel de l'hôpital a documenté ses blessures. Nous allons également étudier les possibilités de vous protéger tous les deux. » Clara déglutit difficilement. Elle ne s'était jamais sentie aussi vulnérable, exposant sa vie familiale devant des inconnus. Mais ce n'étaient pas des inconnus qui la jugeaient, leurs expressions reflétaient de l'empathie et de la détermination. « Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, dans un souffle. C'est l'agent Daniels qui répondit en premier. « Nous allons prendre une déposition officielle, interroger Robert, et probablement émettre une ordonnance de protection. Nous pourrions engager des poursuites si les preuves le confirment. Ces tentatives d'expliquer cela ne tiendront pas une fois que nous aurons les rapports médicaux et votre témoignage. » Il marqua une pause. « Vous devrez peut-être envisager un logement sûr, un refuge par exemple, ou bien aller chez une amie, en attendant. » L'idée de quitter l'appartement, aussi précaire qu'il fût, la déstabilisa. Mais l'idée d'y retourner avec Robert dans la nature était impensable. Elle ferma les yeux, se souvenant de la voix de Marc, un souvenir qui refaisait surface, un après-midi ensoleillé, dans leur ancienne maison, où il lui apprenait à conduire dans une rue paisible de banlieue, la rassurant à chaque fois qu'elle hésitait à un stop. « Tu t'en sors très bien, disait-il. Aie confiance. Tu arriveras là où tu dois aller. » À présent, Clara avait plus que jamais besoin de cette confiance, pour naviguer dans des routes inconnues sans lui. Madame Tran posa doucement un dossier sur la petite table. Voici des informations sur les ressources locales destinées aux victimes de violences domestiques, expliqua-t-elle en l'ouvrant pour que Clara voie la liste de numéros et d'adresses. Le service social de l'hôpital peut vous aider à trouver un lieu sûr pour vous et Matteo,
une fois qu'il sera rétabli. Nous allons veiller à ce qu'il sorte de l'hôpital dans un environnement sécurisé. Clara hocha la tête, se sentant comme au bord d'un gouffre, prête à sauter. De l'autre côté l'attendait un avenir incertain, mais au moins elle n'était plus seule. Il y avait des mains tendues, la police, les travailleurs sociaux, les médecins. Elle réalisa que son isolement avait toujours été l'une des plus grandes armes de Robert. À présent, cet isolement se fissurait. Une ombre passa de l'autre côté de la vitre. Le pouls de Clara s'emballa avant qu'elle ne comprenne qu'il ne s'agissait que de l'infirmière qui ajustait les couvertures de Matteo. Elle se tourna à nouveau vers Madame Tran et l'agent Daniels. « Je ferai tout ce qu'il faut, dit-elle d'une voix plus assurée. Je ne peux pas continuer comme avant. Matteo mérite mieux. » Madame Tran sourit, un sourire discret. « C'est ce qu'il nous fallait entendre. Nous pourrons vous trouver un refuge où loger jusqu'à ce que les démarches légales aboutissent. Vous aurez du soutien, conseil juridique, planification financière, et quelqu'un pour vous écouter, qui comprendra ce que vous avez vécu. » La poitrine de Clara se serra de gratitude. Elle repensa au rêve qu'elle partageait avec Marc. Une maison chaleureuse, des pique-niques le dimanche au parc, Matteo grandissant dans un foyer rempli d'amour. Ce rêve-là ne pourrait jamais revenir tel quel, Marc étant parti, mais elle pouvait peut-être en bâtir un nouveau, qui honorerait sa mémoire. Elle s'y força à y croire. L'agent Daniels se leva, rangeant son carnet. « Nous allons parler à Robert maintenant, dit-il. Des collègues sont dans le couloir pour éviter qu'il ne cause des ennuis. » Clara acquiesça silencieusement, reconnaissante. Elle sentit un léger tremblement dans ses membres, un mélange de soulagement, de terreur et de tristesse. La vie ne serait plus jamais la même, mais c'était peut-être un soulagement. Elle se releva, posa une main contre la vitre et observa Matteo, endormi. Une larme unique roula sur sa joue, porteuse de libération. L'infirmière croisa son regard et hocha la tête pour la rassurer. Clara se tourna vers Madame Tran. « Je suis prête, dit-elle d'une voix basse mais résolue. Quoi qu'il faille faire, je suis prête. » Clara retourna dans la chambre de Matteo après avoir parlé avec Madame Tran et l'agent Daniels, le cœur toujours battant après l'intensité des dernières heures. Matteo se reposait calmement, et le silence de la chambre était seulement ponctué par le bip discret du moniteur. L'infirmière avait baissé la lumière, la rendant chaude et tamisée, juste assez pour voir le visage paisible du garçon. Elle s'assit sur la chaise à côté du lit et expira doucement. La chaleur de la pièce la rassurait, pour la première fois depuis longtemps. Du bout des doigts, elle effleura la rambarde du lit, comme si elle pouvait ainsi transmettre à son fils tout l'amour et la force qu'elle possédait. Son esprit vagabonda vers Marc, comme souvent lorsqu'elle cherchait du courage. Elle pouvait l'imaginer là, près d'elle, grand et sûr de lui, peut-être vêtu de son vieux sweatshirt de l'université de l'Illinois qu'il portait toujours chez eux. Elle se souvint d'une fois, peu avant l'accident, alors que Matteo avait 5 ans, Marc les avait emmenés aux eaux de Lincoln Park. Matteo courait d'un enclos à l'autre, Marc veillait à le rattraper au moindre risque. Quand le petit tomba, s'écorchant le genou, Marc s'accroupit devant lui, sortant un pansement coloré comme par magie, le posant avec une attention exagérée. « Voilà », avait-il dit en ébouriffant les cheveux du garçon, « tout ira bien. » Ensuite, il s'était tourné vers Clara avec un sourire si chaleureux qu'il effaçait toutes ses inquiétudes. À présent, Clara se retrouvait face à un autre type de blessure, qui ne pourrait guère être soignée par un simple pansement. Pourtant, ce souvenir l'encourageait. Si Marc pouvait apaiser les genoux écorchés et les cœurs apeurés, elle pouvait apprendre à faire de même. Peut-être qu'avec l'aide qu'on lui apportait enfin, elle pourrait reconstruire leur vie. Un léger coup retentit à la porte, et Madame Tran passa la tête dans l'entrebâillement, son attitude calme et réconfortante. « Comment va Matteo » demanda-t-elle doucement, entrant quand Clara Lygrec invita d'un signe. « Il se repose » répondit Clara sur le même ton. « L'infirmière dit qu'il est stable, ils vont le garder pour la nuit. » Madame Tran hocha la tête. « C'est bien. Plus nous aurons de documents, mieux ce sera pour assurer sa protection à l'avenir. » Elle sortit un petit carnet de son sac. « J'ai parlé à une représentante d'un foyer pour femmes non loin d'ici. Ils ont de la place pour vous et Matteo dès qu'il sera sorti. C'est un endroit sûr, avec un personnel présent 24 heures sur 24, et il travaille en étroite collaboration avec des avocats et des conseillers. » Clara sentit un soulagement grandir en elle, lentement. Un nouveau départ, dicté par la nécessité mais aussi par le courage. « Merci, dit-elle doucement. J'avais si peur de ne pas savoir comment partir, de ce qui arriverait si j'essayais. » Madame Tran lui jeta un regard plein d'empathie. « C'est fréquent. Les agresseurs isolent souvent leurs victimes, leur font croire qu'elles n'ont aucune option.
Elle désigna Matteo du regard. Mais vous êtes ici. Vous avez franchi le pas, et cela demande une force immense, Clara. Un nœud se forma dans la gorge de Clara. Elle ne se sentait pas forte, elle se sentait vidée par la peur et le chagrin. Pourtant, quelque chose dans les mots de Madame Tran la réconfortait. Peut-être avait-elle été forte, malgré ses doutes, pour en arriver là. Assez forte pour demander de l'aide. Comme pour apaiser les doutes de Clara, Madame Tran posa une main légère sur son bras. L'agent Daniels est en train de parler avec Robert, poursuivit-elle. Nous en saurons davantage sous peu, mais il est fort probable qu'une ordonnance de protection soit rapidement émise. Il ne pourra pas s'approcher de vous ni de Matteo, sous peine de poursuite. Ensuite, nous travaillerons à des solutions plus durables, garde, logement, stabilité financière. Clara hocha la tête, essuyant une larme avant qu'elle ne coule sur sa joue. Elle savait que le chemin serait long, audience au tribunal, montagne de paperasse, conversation pénible. Matteo aurait besoin de thérapie, de la certitude qu'il n'était coupable de rien. Elle devrait rebâtir une vie depuis la base, peut-être chercher un travail plus stable et suivre des cours du soir pour améliorer son anglais et ses perspectives professionnelles. C'était intimidant, mais pas impossible. Merci, répéta Clara, cette fois d'une voix plus ferme. Je suis reconnaissante de toute cette aide. Madame Tran lui offrit un sourire compréhensif et recula d'un pas. Je reviendrai vous voir plus tard, annonça-t-elle. Essayez de vous reposer, Clara. Nous gérons les détails pour le moment. Concentrez-vous sur Matteo. La porte se referma doucement derrière elle. Clara se leva de sa chaise et se posta au chevet de Matteo, lui prenant la main avec précaution, consciente de ses bleus. « Tu es en sécurité maintenant », murmura-t-elle en espagnol, la voix douce. « Je ne le laisserai plus jamais te faire de mal. » Comme s'il l'entendait, Matteo bougea légèrement, les paupières papillonnantes. Il la regarda, encore confus, puis soulagé. Clara esquissa un sourire rassurant, les larmes aux yeux. « Tout ira bien, mi amor », dit-elle doucement. « Ce ne sera pas facile, mais on a de l'aide, maintenant. On n'est plus seul. » Matteo cligna des yeux pour s'adapter à la lumière. « Et Robert » demanda-t-il d'une voix enrouée. Clara inclina la tête, serrant leurs mains liées. « Il ne t'approchera pas » promit-elle d'une voix égale. « Nous avons la police, les travailleurs sociaux, les médecins de notre côté. Nous irons dans un endroit sûr quand tu iras mieux, et nous recommencerons à zéro. » Matteo la fixa, sans sourire, mais en pressant légèrement sa main. Dans ses yeux, Clara distingua quelque chose qui avait disparu depuis longtemps, la confiance. Peut-être même une lueur d'espoir. Dehors, le couloir de l'hôpital restait calme, et le monde au-delà continuait de tourner. Mais dans cette chambre tranquille, un nouvel avenir prenait déjà forme, défini non plus par la peur et la contrainte, mais par la résilience, la compassion et le lien profond entre une mère et son fils. Une brise fraîche d'automne entrait par la fenêtre de l'appartement modeste, soulevant les voilages et apportant avec elle le parfum du café et des rires lointains. Clara se tenait devant le comptoir de la cuisine, en train de couper des poivrons verts pour le dîner. La lumière semblait différente à présent, plus vive, plus optimiste que dans ce logement exigu qu'elle appelait autrefois chez elle. Ici, tout leur appartenait. Un simple 2 pièces dans un quartier paisible près d'un parc, mais chaque recoin était précieux, mérité. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis cette nuit à l'hôpital, lorsque Clara veillait Matteo à son chevet. Dans les jours suivants, Robert avait été officiellement inculpé, et une ordonnance de protection fut mise en place. Le refuge leur avait offert un abri sûr, avec des visages bienveillants, des paroles de compréhension. Clara avait longuement travaillé avec Madame Tran et d'autres défenseurs, des documents administratifs, des audiences au tribunal, la recherche d'une source de revenus stable, un nouveau logement. Rien n'avait été facile, mais à chaque petite victoire, la validation de l'ordonnance, un emploi dans un nouveau café, Clara sentait son estime et sa confiance renaître peu à peu. À présent, le soleil illuminait le parquet en de larges taches de clarté, et près de la fenêtre, un petit bureau portait les livres scolaires de Matteo. Il avait intégré une nouvelle école un mois plus tôt, et même si l'adaptation n'était pas évidente, il s'en sortait. Dehors, Clara pouvait l'apercevoir par la fenêtre. Il se trouvait à l'orée du square, en bas, en train de taper dans un ballon de foot avec un nouvel ami, Alejandro, un autre garçon qui connaissait lui aussi des difficultés, mais qui préférait le rire et l'amitié à la solitude. Les bleus de Matteo s'étaient effacés depuis longtemps, remplacés par le teint d'un enfant heureux, qui sait qu'on l'aime et qu'on le protège. Clara rinçait les poivrons, songeuse, se souvenant d'une discussion avec Marc, à une époque plus simple. À ses débuts à Chicago, terrifié par la langue et le rythme effréné de la ville, il lui avait dit «
ta place est ici, et tu es plus forte que tu ne le penses. Elle n'y avait pas vraiment cru à l'époque, mais à présent, elle en était convaincue. Sa voix résonnait encore en elle, même s'il n'était plus là, dans ses petites victoires quotidiennes. Accrocher un nouveau cadre, remplir un formulaire bancaire compliqué, rassurer Matteo lors d'une nuit angoissée. Son emploi au café se passait bien. Lisa, la gérante, avait remarqué l'amabilité et l'engagement de Clara envers les clients. Elle lui avait accordé une augmentation et laissait entrevoir de futures responsabilités. Le salaire régulier permettait à Clara de payer le loyer de ce petit appartement. Il n'était pas luxueux, mais l'immeuble était bien entretenu et sûr. Il y avait une serrure à la porte dont seuls elle et Matteo possédaient la clé. Un détail simple, mais tellement précieux. On frappa à la porte, et Clara alla ouvrir. C'était Madame Tran, souriante. « Je passais dans le quartier, dit-elle doucement, tendant un petit dossier. J'ai apporté les ressources que vous aviez demandées, le planning d'un groupe de soutien local et quelques références pour un suivi psychologique de Matteo. » Clara l'invita à entrer, reconnaissante de cette visite impromptue. Madame Tran balaya du regard l'espace simple, mais accueillant, le fauteuil près de la fenêtre, les quelques plantes que Clara était parvenue à garder en vie. « C'est charmant, dit-elle sincèrement. Vous avez accompli un travail formidable, Clara. » Clara lui offrit un siège. « Nous ne serions pas ici sans votre aide, répondit-elle. Vous, l'agent Daniels, l'équipe de l'hôpital, tous ceux qui nous ont tendu la main. Je ne pensais pas atteindre un tel résultat. » Madame Tran secoua la tête. « Vous y êtes parvenu grâce à votre propre courage. Nous n'avons fait que vous guider. » Elles échangèrent quelques mots tranquilles sur les progrès de Matteo à l'école et les projets de Clara, qui souhaitait suivre des cours du soir pour améliorer ses compétences et sa carrière. Madame Tran promit de garder le contact et partit peu après, en adressant à Clara un sourire fier. Clara retourna près de la fenêtre, juste à temps pour voir Matteo rire, le son s'élevant jusqu'à elle alors qu'il driblait habilement le ballon. Le temps sembla ralentir. Elle voyait en lui non plus le petit garçon terrifié qui s'accrochait à sa main à l'hôpital, mais l'enfant qu'il était aujourd'hui, résili, en pleine croissance, en quête de son identité. Il évoquait parfois son père, et Clara l'encourageait à se souvenir de Marc, de sa gentillesse, de son sens de la justice. Matteo portait ses valeurs en lui, les mêlant à sa propre personnalité. Dans l'appartement, l'atmosphère était légère. Le dîner serait bientôt prêt. Ensuite, peut-être regarderait-il un film ensemble, blotti sur le canapé un peu usé mais confortable. Ils parleraient de l'avenir, des cours que Clara voulait suivre, du tournoi de foot prévu le week-end suivant. Ils pouvaient faire des projets, sereins, sûrs que personne ne viendrait troubler leur paix. Clara respira profondément, le cœur apaisé. La vie n'était pas parfaite ni dénuée de défis, mais elle leur appartenait. Dans la douce lumière de la fin d'après-midi, une mère et son fils se tenaient sur le seuil d'une nouvelle existence, avançant avec courage, amour et le souvenir d'un père qui avait toujours su qu'ils trouveraient leur chemin.